Salut tout le monde, bienvenue à un autre recap de la semaine. Une semaine qui a été hyper mouvementée malgré tout. On a l'or qui fait haut après haut après haut. Et tout ça semble avoir un goût géopolitique. Et c'est pour ça qu'on a Bruno ici aujourd'hui. Bruno qui, non seulement dans ses analyses de trading, mais plus complet que seulement l'analyse d'un graphique. On parle de l'analyse aussi de tout le statut mondial qui, évidemment, affecte beaucoup le prix de l'or et le prix des marchés américains. Fait que Bruno, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les nouvelles? OK, pour l'essentiel, j'ai consulté, pas été très original, j'ai consulté ChatGPT. Les 5 éléments, les 5 choses qui sont passées les plus importantes cette semaine, c'est le débat à l'Assemblée générale des Nations unies. OK, donc on est encore là-dedans présentement. Évidemment, il y a des gros enjeux, des enjeux climatiques qui vont être discutés. Il y a aussi par rapport à ce qui se passe en Israël, principalement en Ukraine. Donc tout ça est débattu là-bas. Deuxièmement, c'est le conflit Israël-Hamas qui prend quand même de l'ampleur. Israël a commencé, comme on le sait, à lancer des attaques au Liban. Il y a eu des attaques aussi qui ont été faites contre le Hezbollah. Donc, c'est pas juste la Hamas qui est visée. Il y a eu plus de 600 morts qui sont faites dans le sud, dans la vallée de la Bekaa et ailleurs, là, au Liban. Donc, ça va pas très bien de ce côté-là. Puis aussi, il y a toutes les questions morales qui sont soulevées, là, puis les divisions que cette guerre-là amène dans les communautés. Parce que même dans une communauté, par exemple, aux États-Unis, comme en Floride, bien, il y a des jeunes qui sont complètement en opposition par rapport à ce que le gouvernement Netanyahou font. Puis, pourtant, il y a des gens d'un certain âge qui, eux autres, appuient systématiquement les politiques de droite d'Israël. Puis, les PAC aux États-Unis, évidemment, là, est très, très forte, très active sur le terrain. Il y a aussi la guerre en Ukraine. On en entend beaucoup, beaucoup moins parler. Ouais. Mais cette semaine, il y avait des discussions par rapport aux missiles longue portée. Et il semblerait que les Américains vont délivrer à l'Ukraine. Wow. Zelensky a réussi à l'avoir, les missiles en question. Mais ils n'ont pas encore l'accord. Mais c'est probablement le premier step avant les élections qui pouvaient être faites. Ça, c'est-tu un step majeur? Bien, c'est sûr que si les Ukrainiens sont en mesure de détruire les bases d'approvisionnement des Russes, ça change beaucoup la dynamique de la guerre. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner cette confrontation-là dans l'absolu? On ne sait pas. Mais ils sont dans une mauvaise position. Puis c'est sûr que ça va mettre sur la défensive les Russes. Puis ça pourrait aussi faire désagréger beaucoup le conflit actuel. Moi, je crois personnellement que si on montre beaucoup de fermeté, que la Russie va s'en tenir à ce qu'elle fait présentement, je ne crois pas qu'elle aille en escalade, même si elle menace. Mais il y a des gens qui, par crainte, il y a des gros acteurs qui craignent tellement la réaction de la Russie qui veulent, depuis le début, qui essaient toujours de sauver la chèvre et le chou. Mais on s'aperçoit que, dans le fond, il faut faire ce qu'il faut. Il faut, à un moment donné, soit on s'oppose aux velléités de la Russie qui menacent peut-être éventuellement de s'excentrer, de sortir de l'Ukraine, d'aller vers la Pologne et d'autres pays frontaliers. Je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'à là, mais ça pourrait aller. Disons que c'est dans la volonté de fond, il y a ça. Okay. Mais en montant de la fermeté puis en montrant qu'on est quand même solidaire, parce que les pays comme les nôtres, des pays qui sont démocratiques, il y a toujours une portion des gens qui ne supportent pas finalement les actions. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a de la bisbille un petit peu au sommet, puis c'est plus dur de prendre une décision qui est unidirectionnelle, comme dans des pays comme la Chine ou la Russie. Ouais. Donc, nous, on se retrouve avec un peu de diversité au niveau du discours officiel, puis ça amène les problèmes qu'on a pour le meilleur et pour le pire, alors que de l'autre côté, eux autres prennent leurs décisions, puis c'est réglé. C'est unanime. Ouais, c'est ça. Bon, crème. Un petit peu, je termine sur mes petits points. Donc, guerre en Ukraine, relations États-Unis-Chine, on le sait, avec Taïwan. Oui. Toute la question des microconducteurs. Taïwan, c'est elle qui est la plus grosse dépositaire. C'est là où il y a le plus de compagnies et tout. C'est un point de tension. On voit les Chinois aussi qui, en mer de Chine et ailleurs, qui essaient de gagner du territoire. Ils envoient supposément des bateaux de pêche qui n'en sont pas.
Puis à un moment donné, ben, ils construisent des îles. Puis une fois qu'ils sont rendus là, ben, ils font exactement comme les colons israéliens en Cisjordanie. À partir du moment où tu rentres dans une maison qui n'est pas la tienne, ça le devient. Ça devient ta maison. Ben Donc, ouais, effectivement. on en est là à ce niveau-là. Et pour finir, élection américaine. Ben ouais. Donc, 5 novembre. On ne peut pas dire que Harris a le vent dans les voiles puis qu'elle est sans risque vers la présidence. Elle a un avantage sur Trump. Au niveau des swing states, c'est plus compliqué. Au niveau de l'élection globale pour le suffrage universel, elle rapporte haut la main. Dans les swing states, il y a des États dans lesquels elle se bat nez à nez avec Trump. En Caroline du Nord, qui est un État extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup il y a un free thinking dans cet État-là qui est très, très présent. Puis il y a de plus en plus de jeunes qui vont probablement, aux prochaines élections, changer de camp. On sent qu'il y a eu vraiment un passage du super conservatisme à autre chose. Puis là, actuellement, on est nez à nez. Donc, si jamais Harris peut prendre les devants dans cet État-là, ça pourrait nous donner un bon son de cloche pour ce qui se passe sur le fond aux États-Unis présentement. Quelque chose aussi qui est jamais oublié au niveau des... En fait, que tu peux peut-être nous éclairer un peu, mais sur tout ce qui est élection américaine, autant qu'un candidat peut avoir le vote populaire, ce qui est important, c'est le vote électoral. C'est le vote électoral. Les grands électeurs, Les c'est grands ça? électeurs. Donc, chaque État, en fonction du nombre d'électeurs dans la contrée, là, va avoir un nombre préétabli de grands électeurs. Donc, la Californie en a un nombre X, le Texas en a un nombre spécifique lui aussi. Et plus tu as au collège électeur, quand tu as un nombre, il y en a 538 ou 534, les collèges d'électeurs. Je peux me tromper dans le chiffre. Mais chose certaine, c'est qu'aux États-Unis, quand un président s'approche du chiffre de 270, il a rapporté la majorité. C'est comme ça que M. Trump a gagné. C'est comme ça que Trump a gagné. Dernière fois, il y avait plusieurs millions derrière Hillary en termes de vote populaire. Il y en a beaucoup qui veulent abolir ça parce que c'est une façon, en fait, de contrôler et de ne pas rendre le vote démocratique. Mais les gens qui représentaient l'intelligentsia quand on a fait là, la déclaration aux États-Unis, puis quand on a structuré la politique américaine, bien, il y a beaucoup de gens qui doutaient un petit peu des capacités des paysans. Même si on parlait de démocratie, c'est une démocratie éclairée par ceux qui avaient plus d'argent. Le collège des électeurs permettait ça. Tout ça pour dire que c'est pas tout à fait dans la poche pour Mme Harris. Quand non, tu dis que c'est nez à nez. C'est quand même nez à nez. Elle a un avantage. Trump, malgré tous ses délires, se maintient. Je veux dire, tous les jours, j'écoute ses topos, ses meetings, tout ça, c'est de plus en plus pathétique. Là, il perd le fil constamment, il répond jamais à aucune question. Si avant on était dans la caricature, là, on est vraiment dans quelque chose d'encore plus pathétique. Puis c'est surprenant de voir qu'il y a un groupe d'individus qui supportent bec et ongle. Fait que disons, on est plus dans la comédie maintenant. Ouais, c'est ridicule ce qui se passe. Mais tout ça, comme on disait au début du vidéo, ces impacts-là, ça a un impact. En fait, toutes ces grosses actions-là qu'on voit dans la semaine, tant géopolitique, même aujourd'hui, Fed Powell qui a parlé à 9h20, et aussi on avait le GDP qui est sorti ce matin. Quand on rajoute la géopolitique à, évidemment, les nouvelles économiques, c'est pour ça qu'on voit, comme on disait tantôt, les marchés qui peuvent réagir d'une façon un peu inexplicable, surtout qu'on a vu que les taux ils ont été coupés la semaine dernière. Il y a toujours une incertitude, hein, et ça, c'est vraiment la géopolitique qui rajoute là-dedans. Hein? Exact. Mais c'est sûr que, tu sais, quand n'importe quelle nouvelle, des fois, le marché peut réagir en contresens pour plusieurs raisons. Donc, une bonne nouvelle peut amener les marchés à réagir de façon bizarre, alors qu'une bonne nouvelle peut aussi amener les marchés à réagir de façon positive. Il peut y avoir une dysynchronie entre les deux, mais tôt ou tard, la réalité nous rejoint. Ouais. Donc, quand tu regardes un événement important, cet événement important-là, à l'intérieur d'une certaine, mettons à l'intérieur d'un mois complet, va probablement amener le marché là où il y a à être. Ouais. Donc, tu peux avoir la journée de l'annonce, des forces en opposition qui vont biaiser le résultat. Le marché va partir tu t'attends à ce qu'il monte, il descend. Mais
à moyen terme, si la nouvelle est importante, parce que le poids de la nouvelle est important, là, à ce moment-là, le marché va finir par s'y réajuster. C'est un peu inévitable. C'est un peu comme une rafale sur je ne sais pas, un plan d'eau. Tu as un voilier. Pendant quelques secondes, tu peux faire fi de la rafale, mais tôt ou tard, tu es obligé d'adapter tes voiles au vent lui-même. C'est ce qui se passe sur les marchés. Colin. Mais en parlant des marchés, tu sais qu'on a une position sur l'or au niveau des options. L'or qui excède un peu nos attentes face à ce qu'on pensait était pour arriver. Et en fait, c'est logique, par contre, surtout quand tu parles du géopolitique. On peut-tu regarder un peu le graphique de l'or? Oui, absolument. Donc, c'était GLD, hein, si je ne me trompe pas. GLD, qui est l'ETF qui est géré par le COMEX, qui suit, en théorie, les marchés du spot price sur l'or et les futures. Fait qu'on peut dire XAU, USD. Donc, on est en weekly ici. On voit qu'il y a eu une période, j'en avais parlé dans les vidéos récemment, il y a eu vraiment une zone de consolidation ici. Oui. OK. Donc, c'était une phase 1. Pour ceux qui suivent, là, admettons les cycles de Weinstein et tout, on a consolidé pour après ça briser vers le haut. Puis, il y a eu aussi un spike de volume. Il y a eu un paquet de choses qui ont interféré là-dedans. Donc, du point de vue technique, on a eu un signal qui était super fort ici. Puis, tu me dis ce que tu as à dire, toi aussi. Alors, jusqu'à date, l'analyse est autant bonne qu'elle l'est pour les auditeurs, mais ce qui est, dans le fond, je suis d'accord avec toi, on a eu la consolidation. Là, après ça, on a monté. Donc, ici, je parle des phases de Weinstein parce que M. Weinstein travaillait uniquement avec le weekly. C'était comme... Donc là, dans le fond, on est dans une phase de Weinstein by the book. Parce que M. Weinstein regardait ça en weekly. On a eu la cassure comme il souscrit. Il y a eu un spike de volume, je le sais, pour les avoir observés déjà. Et puis... Au-delà de ça aussi, on a eu d'autres caractéristiques. Là. Si on avait mis nos moyennes mobiles 30 et 14, on aurait eu le croisement, comme M. Weinstein l'a dit dans sa méthode. Donc, on est, du point de vue technique, ça va très bien. Puis, il va y avoir une correction qui va se faire, mais on pourrait facilement encore continuer à monter quelques jours. Mais moi, j'aime beaucoup calculer le nombre de mes chandelles. Oui. Donc, vous voyez ici, dans cette espèce de zone-là, après la cassure, il y a eu un nombre X de chandelles. Et puis là, on semble faire un cycle qui est assez similaire ici. Donc, j'aimerais ça, je vais calculer mes chandelles, voir un petit peu comment le momentum s'établit. Essayer de voir aussi à plus grosse échelle si je regarde jusqu'en bas, si je suis pas en mesure d'identifier des phases d'Elliott, des vagues d'Elliott dans tout ça. Moi, c'est ce que je travaille quand je fais mon analyse de fond, juste pour avoir des points de vue. Parce que c'est pas important d'être certain que demain, le titre va monter ou pas. Ouais. Mais on a besoin d'avoir des ancrages pour dire, bien, si telle chose se fait à tel niveau, pour moi, ça devient une opportunité. Mais non. En fait, je dirais probablement un faux pas que beaucoup de traders ils font, c'est quand on voit, par exemple, le marché qui, évidemment, il a monté, on a vu un pullback. Pour l'avoir calculé, c'était à peu près sur les Fibonacci, on était revenu à peu près au 6, 7, 8. Non, 6, 7, 8, oui. Et là, après ça, on a vu une autre montée. Moi, ma question, c'est évidemment, beaucoup de traders essaient toujours d'attraper le pullback et de prendre une transaction, évidemment, sur le sens contraire. Mais on est dans un marché qui est très bullish en ce moment. Très, sur très le bullish. weekly, le daily. Ce qui est intéressant dans un marché comme ça, c'est que là, on sait qu'il va y avoir une correction. Ouais. On pourrait attendre que la correction, là, on est en weekly, mais admettons qu'on transfère ça en daily. OK? Donc, excusez-moi de faire plein de barbeaux, là. On va y arriver. Bon. OK. Donc là, on voit en daily que ça fait quelques jours qu'on monte. Oui. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 jours. Même s'il y a eu des chandelles rouges, vous voyez des petites rétractions, ça s'est fait quand même dans l'interstice des chandelles. On ne peut pas vraiment parler de grosses baisses. Il y a eu des micro-corrections là-dedans, des lits, mais rien de plus. Mais là, suivant cette espèce de mouvement-là qui part en fait là, ici, là, il y a une assise, la cassure s'effectue ici, mais il y a eu vraiment une consolidation, puis on est venu travailler à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'il y avait de la liquidité dans cette zone-là pour appuyer le mouvement.
Bien, à partir du moment où on se met à monter, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de journées dans les dates. Plus qu'une semaine, parce que 5 jours dans une semaine, plus qu'une semaine de progression, avec quelques petits toussotements, là, Ouais. des chandelles rouges qu'il y a ici. Donc, moi, je m'attends ici à une correction qui peut être peu importante ou relativement importante. Donc, est-ce qu'on va descendre jusqu'à ici? Est-ce qu'on va descendre jusqu'à ici? Il y a même plus bas. Tous les scénarios sont possibles. Mais si on pense la situation avec l'or, avec la géopolitique qui déraille, parce que ça conduit beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes. Oui. Puis quand les banques centrales ou les gros joueurs achètent de l'or, c'est pour parer aux incertitudes. Exact. Et en ce moment aussi, bien, il y a des problèmes avec la devise. Donc, il y a le problème avec la devise américaine. L'or, dans le cas, moi, je le trade au niveau du XAU-USD, donc il y a un effet direct sur ça. Ben oui. Puis il y a le contexte actuellement géopolitique qui est hyper favorable pour l'or, même si, et en plus, la Banque centrale américaine a baissé ses taux. Oui, fait que ça a, évidemment, ça a baissé la valeur du dollar. Bingo. Ça l'a affaibli. Exact. Fait que dans ce temps-là, ça l'explique un peu la montée de l'or. Ce que j'aime surtout, par contre, que je vois du chart, c'est que sur le daily, on a 2 potentielles belles zones de rétraction. Veux-tu que je les dessine? Oui, dessinons-les pour le voir, pour le fun. OK. Donc, c'est ici que tu la placerais? Oui, probablement, oui. Puis évidemment, tu en as une petite ici où est-ce que tu as plusieurs touches de chandelle. Je vais aller te chercher ça aussi. Là, je sais pas ce que je viens de faire, mais c'est bizarre. C'est comme si j'avais rentré dans mon graphique. OK. Donc, toi, tu le mets ici. Oui, à peu près. Fait que, moi, ma question pour toi, c'est quand tu vois ces petits toussements de chandelles rouges-là, est-ce que tu les considérais sur un mouvement d'impulse ou chaque chandelle verte serait un mouvement d'impulse selon toi? Parce qu'on parle toujours de impulse rétraction. Bien, là, tu me parles-tu des impulses comme il est défini pour les vagues d'Elliott ou tu parles d'impulsion? Impulsion sur les chandelles. OK. Impulsion comme chandelle, reprécise. Parce que dans le fond, tu vois, ici, on pourrait, dans le fond, pour un trader qui essaie de voir si le marché il y a eu des rétractions. Commençons de même. Est-ce que les petits toussements de chandelles rouges seraient considérés des rétractions dans l'instance où est-ce que le marché il a quand même monté? Oh, oui, il y a eu des rétractions parce que si on fractalise, là, on est en délit. Cette chandelle-là, ça représente une journée, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Donc, dans la journée, il y a eu des rétractions. Ça n'a pas juste été des rétractions, mais il y en a une. Maintenant, la rétraction, on la mesure en fonction du mouvement lui-même. Exact. On peut utiliser finalement des repères comme ceux que les vagues d'Elliott nous offrent, ou carrément faire une observation du dernier mouvement, de la dernière impulsion, puis essayer de comprendre ce qui s'est passé. Cette zone-là, évidemment, c'est une zone de liquidité pour moi qui est très, très importante. Il y a eu de la consolidation, donc ça pourrait devenir une référence ultérieurement. Exact. Le marché pourrait venir se replier là-dessus, mais il reste quand même qu'on est très en haut de cette zone-là, puis on est plus actuellement d'après moi, si on regarde le marché dans les 10 prochaines périodes, on va franchir ce niveau-là. Ça se peut qu'on descende, mais nos chances d'être plus haut sont encore plus grandes. Exact. Fait que pour un trader, évidemment, faire attention de ne pas essayer de faire comme ce qu'on appelle caller le top, parce que tu sais que c'est quasiment mission accomplie 99 fois sur 100. Exact. Bien là, on peut continuer, tu sais, et on pourrait monter encore beaucoup avec l'or, on ne peut pas présumer, mais chose certaine, c'est que moi, pour prendre une position comme ça, si vous vous embarquez sur un mouvement haussier dès maintenant, assurez-vous qu'il y a un backup au niveau de la géo, ultimement. Si vous embarquez sur quelque chose comme une trade en intraday, puis tu vas faire un petit mouvement là-dessus, il n'y a pas de problème, ça devrait monter, mais pas des ambitions qui soient démesurées. Pour un swing. Oui, bien pour un swing, on pourrait monter, d'après moi, on pourrait monter encore un petit peu, mais c'est difficile de tabler là-dessus. Ce qui serait intéressant pour moi là-dessus, le scénario idéal, c'est t'attends ta rétraction en daily, exact. Tu fractalises, puis tu prends position en intraday. Pour moi, ça serait quelque chose que je ferais là-dessus. Bon. Et pour les traders, évidemment, parce que là, on a parlé beaucoup de termes techniques, tu as parlé aussi des vagues d'Elliott, fractalisées. Pour un trader qui commence, là, parce que là, ça va être la frénésie, tout le monde va se lancer à vouloir transiger l'or. Tu sais commencer,
L'or a déjà fait des hauts historiques, les gens vont essayer d'acheter au top. Il y en a qui vont être un peu plus brillants, Exact. ils vont essayer d'acheter un peu moins cher, puis de profiter d'une belle montée. C'est quoi l'importance de suivre un bon cours de trading? Parce que tu as mentionné beaucoup de termes techniques, tu as mentionné évidemment des choses qu'on ne peut pas apprendre facilement en allant sur YouTube. Exact. C'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un trader qui veut transiger l'or ou peut-être autre produit? Bien, il faut que tu connaisses un petit peu c'est quoi les tenants, les aboutissants de ce marché-là. L'or, par exemple, peut progresser encore beaucoup. On s'entend qu'elle pourrait monter à 3000 cette année. OK? Donc, il y a un range à l'intérieur duquel on peut faire un certain travail. Mais il y a une zone aussi au-delà duquel on ne peut pas penser faire notre travail actuellement. Donc, c'est d'essayer d'être rationnel, de rationaliser ce qui se passe. L'or monte en ce moment. Ça peut monter encore beaucoup. Souvenons-nous, par exemple, parce que sur les marchés, c'est comme ça, quand Amazon valait 400$, il y a du monde qui disait qu'il était déjà rendu trop haute, elle est montée à 2005. Exact. OK? Donc, prendre le haut d'une position, c'est pas négatif en soi. Si, globalement, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent appuyer une progression potentielle. Exact. La Banque de Chine, cette année, elle a acheté pour 100 000, je crois que c'est 100 000 tonnes d'or, les Russes 70. Il y a eu énormément d'achats de la part de grosses banques centrales. La Pologne fait partie de ça aussi. Donc, on sait qu'ils achètent de l'or parce qu'il y a de l'incertitude. Donc, pour moi, je veux dire, je travaille toujours avec ce raisonnement de fond-là. Puis après ça, j'essaie de trouver des opportunités. Mais je ne traderai pas sur l'or en daily, à moins d'avoir un très gros portefeuille. Exact. C'est à ce moment-là, je le traderai en 15 minutes, 30 minutes. C'est super intéressant. Si on le met en 30 minutes, par exemple. Bien là, on a des belles opportunités en 30 minutes. Il y a définitivement des choses intéressantes. Tu vois, là, moi, ce que je vois là, c'est qu'on concurrence, là. On est à l'intérieur de cette chandelle de référence-là, la grande rouge. Puis là, on vient concurrencer le ISI de cette chandelle-là. On n'y est pas. On est à peu près aux 2/3. On bute actuellement. Probablement que le marché, à l'heure où on est rendu, il est 14h54. Il y a fort à parier qu'on va continuer à travailler dans ce range de prix-là. Il y a fort à parier qu'on ne percera pas cette chandelle de référence-là. Puis après ça, on s'en va vers le marché asiatique qui, lui, pourrait faire un reset puis nous pousser un petit peu plus haut. Ou on va continuer à travailler dans cette zone-là, là, qui semble être quand même assez importante là, en ce moment. Hey Bruno, pour les traders, évidemment, qui veulent te contacter pour suivre des cours, les gens qui veulent être capables de regarder un graphique comme ça et surtout de comprendre une structure, de comprendre, de se faire une hypothèse sur une stratégie de trading qu'ils voudraient implémenter, comment que les gens peuvent te rejoindre? Bien, vous allez tout simplement sur le site Orbital Trading, vous allez voir notre numéro, vous pouvez communiquer avec nous ou carrément, il y a moyen de vous inscrire directement aussi au cours offert. Tout est écrit sur le site. Je crois qu'on donne de la très bonne information, mais c'est sûr que si vous nous appelez, ben moi, je vais répondre ou quelqu'un d'autre, puis on va vous donner l'information. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Bruno? Ça fait 34 ans, là. 34 ans. Je me demande même si c'est pas 35, dans ces eaux-là. Bon, fait qu'écoutez, si vous voulez bénéficier de peut-être 35 ans d'expérience et de bons coups et de mauvais coups, parce qu'on apprend des mauvais coups, bien, je vous invite à visiter orbitaltrading.com. Si vous n'êtes pas sûr, allez sur la boutique d'Inversio. On offre les cours à Bruno. Mais bien sûr aussi, gênez-vous pas, appelez-le. C'est peut-être une belle façon de confirmer une stratégie ou de juste pousser vos connaissances à un prochain niveau. Parce que on offre des blocs de temps, comme tu le sais aussi. C'est que, les gens qui veulent de quoi de plus privé, c'est plus de la consultation générale, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous nous appelez, puis on va vous concocter quelque chose qui est plus adapté. Bon, bien super. Hey Bruno, merci beaucoup. Puis bonne analyse sur l'or. Merci. Ça risque de bouger encore. Thanks. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.